Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, Stratégies africaines de sécurité. Collection dirigée par le général Bruno Mignot. Le contexte international sécuritaire impose à l'Afrique de développer sa propre pensée stratégique. Dans un monde en pleine mutation, l'Afrique innove et ses acteurs sécuritaires ne sont pas en reste. La collection Stratégies africaines de sécurité vise à valoriser le fruit de leurs réflexions sur les questions de stratégie, de défense et de sécurité, sous un prisme totalement africain. Déjà paru. Pierre de Jongdir, Sécurité et développement dans le Sahel. Du concept à la réalité, 2020. Colonel Monsieur Mokhtar Ould Bouaye et Colonel Charles Michel, Victoire dans les dunes. L'enlisement de la crise sahélienne n'est pas inéluctable. L'exemple mauritanien, 2020. Direction générale des relations internationales et de la stratégie, être acteur des opérations de paix des Nations Unies, 2019. Pierre de Jongdir, vers une africanisation des opérations de maintien de la paix, 2019. Pierre de Jongdir, G5 Sahel, une initiative régionale pour une nouvelle architecture de paix, 2018. Général Didier ETUMBALONGILA, Général Dieudonné AMULIBAHIGWA, Général Célestin Mbala MUNSENSE, Général Delphine KAHIMBIKASAGWE, approche croisée sur la République démocratique du Congo. Travaux du Collège des hautes études de stratégie et de défense, 2017. Préface, Ahmed Teguedi, le diplomate du désert. J'ai connu mon ami Ahmed Teguedi en Israël. Je venais d'être nommé ambassadeur d'Espagne dans ce pays. Je suis arrivé à Tel Aviv le 1er août 1996. Il convient de rappeler que j'étais impliqué personnellement dans toutes les négociations secrètes entre Israéliens et Mauritaniens, comme directeur général d'Afrique et du Proche-Orient du ministère des Affaires étrangères de l'Espagne, juste à la fin de l'année 1995. Les pourparlers secrets s'étaient tenus au siège du ministère des Affaires étrangères espagnol entre le ministre mauritanien, M. Mohamed Salem Ould Lekal et M. Shimon Peres, à l'époque chef de la diplomatie israélienne. L'établissement des relations diplomatiques formelles serait néanmoins annoncé à Washington en octobre 1999 en présence de la secrétaire d'État américaine Madame Madeleine Albright et des ministres des Affaires étrangères d'Israël et de Mauritanie, MM. David Lévy et Ahmed Ould Sid Ahmed. Nous, Espagnols, avons été mis de côté. De toute façon, Israël appréciait les efforts espagnols et mauritaniens jusqu'à l'aboutissement de ce processus. Pour ce faire, l'Espagne avait offert aux deux pays des locaux pour abriter leur nouvelle section d'intérêt au sein de leur mission à Tel Aviv et à Nouakchott. Je me souviens que mon ami Ahmed Teguedi était l'architecte de cette dynamique. Notre amitié s'est très vite développée. Ahmed Teguedi, originaire de la ville de Chinguetti, était déjà préparé à l'énorme tâche de représenter son pays en Israël. Les Mauritaniens venaient de prendre une décision historique de se joindre à l'Égypte et à la Jordanie, les deux seuls pays arabes qui avaient déjà normalisé leurs relations diplomatiques avec l'État hébreu, et d'autres pays. Le Maroc, la Tunisie et le Sultanat d'Oman qui viendront accompagner le processus de paix suite à la demande des négociateurs d'Oslo. Nous vivions une période de grand espoir. Après la conférence de paix de Madrid en 1991 et les accords d'Oslo de 1993, tout semblait possible en faveur de la paix au Proche-Orient. Ahmed Teguedi remplit sa tâche avec une grande efficacité comme chef du bureau d'intérêt de la Mauritanie, en Israël. Il déploya avec son collègue l'ancien ministre des Affaires étrangères tunisien, M. Kameis Djinaoui, et M. Talal Gofrani, du Maroc, qui étaient arrivés presque en même temps en Israël, toute une série d'actions en faveur d'un accord définitif entre Israéliens et Palestiniens. J'ai dû quitter mon poste d'ambassadeur en Israël à la fin de l'année 1996, car on m'a nommé envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient à la fin du mois d'octobre. Je suis parti m'installer à Chypre, mais j'ai continué à rencontrer mon ami Teguedi lors de mes fréquents passages en Israël. Il m'a beaucoup aidé pour résoudre quelques crises majeures, dont celle de la basilique de la Nativité à Bethléem.
Le coup d'État de 2008 a mené la Mauritanie à rompre ses relations diplomatiques avec Israël, en raison de certaines pressions extérieures et de considérations de politique intérieure, pour le maintien d'une influence de certains milieux sur le pouvoir à court terme, sans comprendre les enjeux potentiels mauritaniens sur la scène internationale. La Mauritanie, pays de sable mouvant, comme le décrit si bien Abdelkader Ould Mohamed, a toujours essayé depuis son indépendance de trouver sa propre voie. Tiraillée entre ces deux pays voisins arabes sur l'affaire du Sahara occidental, et toujours attentive aux défis du Sahel. Cette vision a toujours marqué la géopolitique mauritanienne et la volonté d'indépendance et d'autonomie de sa politique étrangère. Ahmed Tegdi a su, tout le long de sa carrière diplomatique, marcher droit pour défendre les intérêts vitaux de son pays. Que cela se soit manifesté dans les différents postes diplomatiques importants qu'il a eus, comme Washington, Le Caire, Rabat et Tel Aviv, ou dans les missions les plus significatives quand il a été nommé représentant permanent de son pays à l'ONU, à New York, ce qui a ensuite facilité sa nomination comme ministre des Affaires étrangères de 2013 à 2015. Les rapports d'Ahmed Tegdi avec sa ville natale Chinguetti ont été toujours présents dans son travail comme diplomate. Chinguetti est une des villes historiques, centre du commerce caravanier transsaharien, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, mais surtout la plus grande métropole culturelle de la région depuis le XVIe siècle. C'est dans cette ville que notre ami Ahmed Tegdi a appris les grands principes de sa carrière comme diplomate du désert. Oui, Ahmed Tegdi est une référence de ce qu'on pourrait nommer une diplomatie de caravane. C'est un diplomate sobre, patient, qui sait faire des sacrifices, qui connaît sa route, guidé par les étoiles de la nuit saharienne, qui sait où se trouvent les oasis pour reprendre des forces et échanger avec les gens des différentes cultures, en définitive un diplomate qui poursuit sa longue marche avec détermination et sens du sacrifice. Toutes ces expériences ont permis à Ahmed Tegdi de réaliser un parcours diplomatique extraordinaire et de placer la Mauritanie dans le concert des nations. Comme espagnol, je dois reconnaître qu'Ahmed Tegdi a tout de suite compris les rapports stratégiques entre nos deux pays et nous avons toujours reçu de sa part, aussi bien comme ambassadeur que comme ministre, une attention prioritaire. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que la Mauritanie compte de plus en plus dans le contexte régional et international. Tout cela est dû aux efforts d'une diplomatie très engagée qui fait sa mission avec une grande discrétion et efficacité. Un des acteurs incontournables de cette diplomatie est notre ami Ahmed Tegdi, le diplomate du désert. Miguel Ángel Moratinos. Ancien ambassadeur d'Espagne en Israël. Représentant spécial de l'Union européenne pour le Moyen-Orient. Ancien ministre espagnol des Affaires étrangères. Secrétaire général adjoint des Nations Unies. Haut représentant pour l'Alliance des civilisations. Avant-propos. De Chinguetti à New York, en passant par Nouakchott, Washington, Le Caire. Rabat, Sanaa et Tel Aviv. L'auteur de ces mémoires a terminé sa carrière en 2015 comme ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République islamique de Mauritanie. Né en 1954 à Chinguetti, Ahmed Ould Tegdi a un parcours de carrière hors du commun, non seulement par les qualités humaines et professionnelles de l'homme, son expérience et ses réseaux relationnels, mais par la densité de son parcours et la singularité des événements et des circonstances vécues, ainsi que par la particularité des relations qu'il a tissées avec des personnalités considérées comme étant parmi les derniers des grands de ce monde. Diplômé en planification et en cybernétique économique de l'Académie des études économiques de Bucarest en Roumanie, Ahmed Ould Tegdi rentre à la fin de ses études à Nouakchott en 1981, pour intégrer aussitôt le ministère des Affaires étrangères à la direction Europe-Amérique. Après un brillant passage en administration centrale de 1981 à 1986 comme chef de la division Europe-Amérique, il est affecté comme conseiller à l'ambassade de Mauritanie à Washington en 1986, en charge du suivi du premier programme d'ajustement structurel, PREF, auprès du Fonds monétaire international, FMI et de la Banque mondiale, BM. Entre 1981 à 2015, l'auteur de ce livre sert à plusieurs postes diplomatiques de haut niveau. États-Unis, Égypte, Yémen et Maroc.
Il est nommé ambassadeur en Israël, 1996 à 2009, puis représentant permanent de la République islamique de Mauritanie auprès des Nations unies à New York, ambassadeur aussi au Canada et à Cuba, avant d'être nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération en 2013. Enfin, l'auteur de ces mémoires a terminé sa carrière en 2015 en allant à la retraite. Cheikh Sidamed Babamine. Ancien ambassadeur. Ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République islamique de Mauritanie. Introduction. À travers plusieurs années d'un parcours professionnel dans divers pays du monde, j'essaie aujourd'hui de rendre compte à la fois de la complexité du métier de diplomate et de la montée en puissance de la diplomatie mauritanienne, dont j'ai été à la fois l'un des acteurs et l'un des témoins durant plus d'un quart de siècle. Dans un monde qui a été toujours en pleine transformation, le diplomate est appelé en permanence à s'adapter aux nouveaux enjeux géopolitiques, stratégiques, environnementaux, économiques et culturels, avec en perspective la défense des intérêts de son pays. Ce métier est fondé sur les relations personnelles construites au fil du temps. Elles seules permettent d'avoir des rapports plus personnels et plus laborieux. Je me suis donc construit autour des rapports fraternels à établir avec mes interlocuteurs, passage obligé vers la compréhension des situations. L'objet de cet ouvrage est de témoigner de la richesse de mon parcours, vu comme atypique pour certains, et de présenter certaines étapes de cet itinéraire qui pourraient être mal comprises par l'opinion publique mauritanienne et dans le monde arabe. J'ai passé plus de 13 ans comme représentant diplomatique de la République islamique de Mauritanie, en Israël. Un temps long et un lieu particulier, qui ont marqué définitivement ma carrière. J'entends, tout en faisant œuvre publique, transmettre aux générations futures mauritaniennes ce que certains de leurs prédécesseurs, certes pas tous, ont pu réaliser, non sans difficulté dans un environnement diplomatique international qui naguère n'était pas dépourvu de vent et de marée, comme disait dans ses mémoires le père de la nation Mokhtar Ould Daddah. Être diplomate, c'est représenter singulièrement un pays, donc un chef d'État. C'est une lourde responsabilité. C'est évidemment aussi un privilège, mais pas uniquement. Un diplomate doit être responsable, lucide, attentif, raffiné, omniprésent, communicant, persuasif, profond, courtois et bienveillant. L'État mauritanien m'a formé, m'a préparé et m'a fait confiance. Il est de mon devoir à présent de témoigner de cet engagement. Je suis évidemment redevable de la confiance qui m'a été accordée, et témoigne donc, au travers de mon parcours, du formidable dynamisme de notre diplomatie. Durant ma vie professionnelle, j'ai côtoyé 27 ministres des Affaires étrangères. J'ai vécu des crises majeures et des conflits qui ont marqué le temps et la géographie, comme la crise avec le Sénégal dans les années 1990, la Seconde Guerre du Golfe qui a fait suite à l'invasion du Koweït en 1991, les développements des conflits du Sahara occidental et du Nord Mali dans les années 2000. J'ai été concerné peu ou prou par les tensions entre la Libye et la Mauritanie, les questionnements entre mon pays et de nombreux pays arabes, les tensions avec l'autorité palestinienne, quelques années après la mise en œuvre du processus de paix au Moyen-Orient. Je souligne qu'en dépit de nos relations diplomatiques avec Israël, la défense des intérêts palestiniens a toujours constitué la pierre angulaire de notre politique étrangère. C'est le cap suivi et démontré par notre participation au processus de paix signé à Washington le 13 septembre 1993. Cet ouvrage est un témoignage sur ma carrière diplomatique dans toutes ses étapes. Il se donne comme objectif principal de lever le tort de l'incompréhension et de l'ambiguïté dont a souffert la Mauritanie, quand elle prit la décision de répondre favorablement à une demande pressante de la part du leader historique palestinien Yasser Arafat, venu à Nouakchott le 15 septembre 1993, exclusivement pour l'exprimer au président Maouya Ould Sidamed Taya. Il s'agit d'accepter d'établir une sorte de relation avec Israël, en guise de construction de la confiance mutuelle entre Palestiniens et Israéliens, dans le cadre de la mise en œuvre du processus de paix issu de la conférence de Madrid en 1991 et des accords d'Oslo en 1993. Nous étions à cette époque profondément animés de la volonté d'aider nos frères palestiniens à retrouver leur liberté,
leurs terres et à jouir de la souveraineté dans le cadre d'un État indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, et dont la capitale serait Jérusalem-Est. Je saisis cette occasion pour expliciter ici la position constante de la Mauritanie vis-à-vis de la question palestinienne qui a toujours été un fondement de sa politique étrangère. Comme tout diplomate, mon parcours professionnel n'a pas été un long fleuve tranquille. Je suis resté longtemps et souvent séparé de ma famille et de mes enfants. J'ai le sentiment parfois de ne pas avoir été assez présent pour suivre leur éducation et leur procurer l'affection dont ils avaient besoin. C'est l'un de mes regrets. À travers ces mémoires, je voudrais dire aussi à mes compatriotes que j'ai servi loyalement notre pays avec abnégation, endurance et hauteur. Je n'ai naturellement jamais eu l'idée de me servir. Servir sans se servir fut en quelque sorte ma devise. Chapitre 1 Mes débuts en Mauritanie. 1. Mes racines. Je suis né à Chinguetti en 1954, dans une famille connue, non seulement dans la région et en Mauritanie mais aussi dans tout le Sahara jusqu'aux frontières sud du Maroc. J'ai été élevé par mon grand-père maternel Mamed Ould Aïdoud, illustre chef de la fraction El Mantala de la tribu des Oulad Gaïlan, qui était un homme de grande dimension dont l'influence s'exerçait dans tout l'Adrar et même au-delà. Il assumait parfaitement son rôle de médiateur pour résoudre les différends entre communautés et tribus. Il a contribué à l'élection en 1957 du premier président de la République, Maître Mokhtar Ould Dada, comme conseiller territorial de l'Adrar à partir de la circonscription de Chinguetti. Quelques mois avant l'indépendance nationale proclamée le 28 novembre 1960, lors de l'un de ses passages à Chinguetti alors qu'il résidait chez mon grand-père, Maître Mokhtar, qui aimait se promener dans la Palmeraie, me prit par la main pour l'accompagner. J'avais alors à peine 6 ans. Il m'interrogea sur ma volonté d'aller à l'école ou non. Il est évident que je voulais bien aller à l'école. Mais j'entendis mon grand-père répondre que j'irais en France avec mon frère chez son ami Monsieur Pierre Mesmer pour poursuivre mes études plus tard. Mon grand-père veillait à mon éducation, mais aussi à m'expliquer la marche du monde. Je l'accompagnais toujours dans ses activités, et assistais aux rencontres entre lui et les chefs des tribus locales, mais aussi avec les étrangers qui étaient de passage. Ce furent là mes premiers contacts avec le monde extérieur, mes premières occasions pour me mettre en contact avec d'autres logiques. Ces séances contribuèrent à développer mes dispositions à la discussion, au dialogue et à la communication avec les autres. Quelle chance de pouvoir profiter de l'expérience de mon grand-père qui insistait toujours pour me raconter ses multiples expériences, comme en 1959 où, devant la famille, il parlait de son voyage en France, invité par le général de Gaulle pour les festivités du 14 juillet. Des photos et une carabine en souvenir, qu'il m'avait offerte à cette occasion, font partie de mes marqueurs. Ma grand-mère ne cessa d'ailleurs jamais de s'activer pour faire disparaître cette arme, jusqu'à faire venir un voisin soi-disant envoyé spécialement par le chef de la subdivision de Chinguetti pour récupérer mon arme. Je n'oublierai jamais une discussion qui m'a beaucoup marqué. Les amis étrangers de mon grand-père, qui étaient en majorité des Français, parlaient de la mort du secrétaire général des Nations Unies, M. Dag Hammarskjöld, dans un accident d'avion en Afrique alors qu'il est en mission pour une médiation dans la crise congolaise. Je me souviens avoir accompagné mon grand-père, qui possédait l'unique voiture qui était à l'époque à Chinguetti, pour amener ses amis étrangers arrivés à Chinguetti dans un petit avion posé sur un reg situé sur le plateau à l'ouest de la ville. J'eus l'heureux avantage d'être introduit par les hôtes de mon grand-père dans ce petit appareil fascinant pour l'enfant que j'étais. À cette époque déjà, la ville de Chinguetti était une destination touristique privilégiée, notamment pour les Occidentaux. On y écoutait beaucoup la radio française ORTF, surtout avec ses fameux programmes et émissions. Le jeu des 1000 francs, le Tour de France, la situation politique en France, le téléphone sonne de Claude Guillaumat, les infos sur la guerre israélo-arabe de 1967 et sur la guerre au Vietnam. La disparition de mon grand-père à Attar, alors qu'il venait de participer aux cérémonies du 2e anniversaire de l'indépendance nationale à Nouakchott, sur invitation de Mokhtar Ould Dada, m'affecta profondément. Ce fut presque une entrée dans la vraie vie, pour ce qui me concerne. En 1974,
une vague de recrutement vers l'armée faillit m'emporter, comme beaucoup de jeunes Mauritaniens, vers le volontariat pour embrasser la carrière des armes. J'avais même déposé un dossier de candidature à l'état-major où travaillait M. Mahawiya Ould Sidi Ahmed Taya, qui était numéro 2 de l'armée à l'époque et qui deviendra plus tard chef de l'État mauritanien en 1984 et président de la République élu à partir de 1992. Il était un jeune officier du grade de commandant, calme et serein. Il parlait peu et évoquait souvent la discipline et le respect qu'exige l'institution. En étudiant mon dossier, je me souviens qu'il me proposa d'attendre d'avoir le baccalauréat l'année suivante pour accéder à une formation dans une des prestigieuses écoles militaires françaises comme Saint-Cyr. Comme le destin n'est jamais prévisible, 21 ans après, il m'enverra comme son premier représentant à Tel Aviv en Israël. 2. Franchir la première marche vers la diplomatie. Ayant décroché, au terme de mes études supérieures, un master en planification et cybernétique économique à l'Académie des études économiques de Bucarest en Roumanie, je rentre à la hâte au pays en octobre 1981. À Nouakchott, la situation est encore caractérisée par l'instabilité politique, 3 ans après le renversement du président Mokhtar Ould Daddah par des officiers des forces armées nationales en juillet 1978. En ce qui me concerne, je ne sens pas de m'impliquer dans la politique intérieure qui est dominée à ce moment-là par les frictions interminables entre les militaires au pouvoir et les groupuscules politiques clandestins nationalistes et autres de tous bords. Quelque chose dans mon éducation primaire auprès de mon grand-père maternel à Chinguetti et mon envie pour les grands espaces me portent naturellement vers la diplomatie et l'ouverture à l'international. Pour ce faire, les choix sont très vite limités à une intégration au sein du ministère des Affaires économiques, appelé à l'époque ministère du Plan, suite à une lettre de proposition reçue du directeur général de la fonction publique, Camara Saïdou Boubou. J'avoue bien humblement que ce ministère n'a pas été vraiment mon choix. Et devant mon insistance, la direction de la fonction publique me fit une seconde lettre de proposition, adressée cette fois-ci au ministère des Affaires étrangères. C'était là, réellement mon vrai choix. 3. Au ministère des Affaires étrangères, 1981-1986. Au ministère des Affaires étrangères, en 1981, je suis immédiatement affecté comme chef de division à la direction de la coopération internationale qui va devenir par la suite la direction Europe-Amérique. L'équipe dirigeante du ministère est constituée du colonel Ahmed Ould Meni, alors ministre des Affaires étrangères, du vice-ministre M. Mohamed Ould Sidi Ali et du secrétaire général M. Ahmed Ould Gnaala. Ahmed Ould Meni est un colonel de l'armée, alors que les 2 derniers responsables sont d'anciens ambassadeurs. Poursuivi par les questions économiques, je me retrouve engagé sur tous les dossiers de coopération économique. L'époque est à la coopération bilatérale, au sein de grandes commissions mixtes de coopération. À ce titre, je participe alors à d'innombrables discussions intergouvernementales comprenant pratiquement tous les départements ministériels. Durant cette période, je travaille en étroite collaboration avec des dizaines de jeunes cadres. Kane Mustafa, conseiller du ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie et futur ministre, Cheikh Ould Sid Ahmed, directeur des Travaux publics, Emrabi Rabou Ould Cheikh Bounena, directeur des Financements au ministère du Plan, Diop Hassen, directeur du Plan, Kamil Majid, conseiller du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Thiam Samba de la Banque centrale, Mohameden Ould Bague, directeur de la planification au ministère de l'Éducation nationale, Abdel Salam Ould Mohamed Saleh, futur ministre, qui est chef de service à la direction des financements, Si Adama, directeur de l'agriculture et futur ministre, Baro Bassirou, directeur de la cellule de planification au ministère du Développement rural. Les conditions de travail sont particulièrement rudimentaires. Je travaille très péniblement mais avec dévouement, malgré les conditions matérielles qui à l'époque sont dérisoires. Je me rappelle que je touchais un maigre salaire qui arrivait tout juste à satisfaire mes besoins, alors que j'avais eu des propositions matériellement beaucoup plus alléchantes aussi bien à la Banque centrale, à la Société nationale industrielle et minière, SNIM, et dans le secteur privé de la pêche. Mais mon goût de servir le pays, allié au sentiment de redevabilité, m'indiqua la voie.
l'administration allait devenir ma matrice. Nous nous engageons tous dans nos missions avec une énergie décuplée par les encouragements, tant de notre hiérarchie que de nos partenaires étrangers. Je rentre le soir éreinté de nos longues discussions sur l'avenir du pays. Je me rappelle les encouragements du ministre Moustapha Ould Cheikh Mohamedou qui nous aiguille de ses conseils. Et quelle satisfaction pour le jeune fonctionnaire que je suis quand, lors des réunions des commissions mixtes à Paris de 1984 à 1986, j'entends les partenaires français répéter « Avec la Mauritanie, c'est toujours fluide ». Ces réunions des grandes commissions mixtes permettent à la fois de me perfectionner mais aussi de découvrir le grand monde, puisque nos réunions se tiennent au Portugal, en Roumanie, en Italie et en Union soviétique. Les sujets que j'aborde alors sont multiples. Par exemple, les États-Unis entretenaient à cette époque des relations mitigées, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la Mauritanie. En 1983, peu satisfait de la qualité des rapports de l'USAID avec les autorités mauritaniennes, Washington met la pression sur le pays. La Libye est aussi une pierre d'achoppement entre nous. Les Libyens, dans le cadre de leur politique de soutien au régime sandiniste du Nicaragua, font transiter des avions chargés de matériel militaire par Nouakchott. Tension immédiate avec les États-Unis. L'ambassadeur à Nouakchott, Édouard Lionel Peck, qui sera d'ailleurs en 1986 en charge du dossier de la lutte contre le terrorisme au sein de l'équipe du vice-président américain Jeb Bush, se présente au ministère pour nous signifier que son pays n'accepte pas que les avions libyens se ravitaillent en Mauritanie. En contrepartie, les Américains acceptent qu'ils se ravitaillent à Nouakchott sur la route de retour en Libye. Mahawiya Ould Sid Ahmed Taya, alors Premier ministre, trouve rapidement la solution. À l'époque, notre pays avait d'excellentes relations avec la Guinée-Bissau qui pouvait accepter de recevoir les appareils libyens et les ravitailler pour continuer leur route. Le travail au ministère des Affaires étrangères est pour moi le temps des activités laborieuses, mais aussi le temps de ma formation. Nous sommes entraînés à toutes les situations et à tous les domaines, sous le régime de la rigueur dans les analyses et les synthèses. L'ancien bâtiment du ministère des Affaires étrangères était un petit carré juxtaposé à l'entrée du modeste ancien palais présidentiel. Bien que le bâtiment fût exigu, le personnel du ministère était très limité. Il y avait seulement un peu plus d'une dizaine de fonctionnaires. La rigueur et le sérieux caractérisaient le travail quotidien. On pouvait rester des nuits pour terminer un travail sur des dossiers complexes qu'il fallait expédier rapidement. La tenue vestimentaire à l'époque était le boubou traditionnel. La décision exigeant le port du costume n'a été prise que vers la fin des années 1980. Tout en s'adonnant passionnément au travail aux affaires étrangères, j'obtiens providentiellement en 1985 une bourse d'études pour un Master of Business and Administration, MBA, à la célèbre université Georgetown de Washington. Malheureusement, mon ministre du moment ne souhaitait pas me voir partir pour ainsi longtemps. Grandeur et servitude de la fonction publique. Mais quelle déception pour moi. Elle se trouva compensée, il est vrai, par les formidables relations mises en place au fil des années, tant avec nos administrations qu'avec les diverses chancelleries accréditées à Nouakchott. Les anecdotes ne manquent pas. Comme ce jour où M. Édouard Lionel Peck, ambassadeur des États-Unis à Nouakchott, recevant chez lui le sous-secrétaire d'État américain en charge de l'Afrique, annonce à table « Nous avons connu cette année 272 jours de vent de sable. J'ai la Mauritanie dans la gorge. » Il est vrai que nous subissons à ce moment-là une rude sécheresse. Aucune réaction de la partie mauritanienne, habituée aux commentaires touristiques des délégations de passage. Enhardi par le silence de mes chefs, mais avec le sentiment que tout est possible pour le plus jeune de la délégation que je suis, je réplique « Excellence, monsieur l'ambassadeur, il vous sera quand même très difficile de l'avaler. » Un silence lourd suit cette déclaration que je considère comme belle et adaptée. Encore que devant le visage effaré de mes responsables, je ressens à ce moment une grande solitude. Heureusement, quelques sourires suivis de rires francs de la partie américaine permettent de m'échapper de ce mauvais pas. Monsieur Peck, que j'ai retrouvé 4 ans après à Washington, ne m'en a pas tenu rigueur. Il m'a même aidé en m'introduisant auprès du département d'État, USAID, corps de la paix, et du Congrès. Il m'a facilité beaucoup de choses durant mon séjour à Washington.
Monsieur Peck aimait beaucoup la Mauritanie, et souvent, il me disait quand j'étais à Washington que son épouse et ses enfants avaient déjà la nostalgie de la Mauritanie. La dernière fois, durant une croisière le long de la côte ouest africaine, il n'était pas loin de Nouakchott et avait regretté qu'une escale du bateau ne fût pas prévue au port de Nouakchott. Je me rappelle qu'à l'issue de ma mission aux États-Unis d'Amérique, il m'invita à un déjeuner à l'hôtel Hilton à Washington. Au détour de la conversation, il m'assène. « Je n'ai pas oublié votre réaction après ma sortie sur les bancs de sable et ma gorge obstruée. Je vous félicite pour votre répartie, malgré votre jeune âge. Il y a toujours dans la diplomatie une part de prise de risque. J'avoue avoir été flatté de cet encouragement, qui venait du niveau le plus haut de la diplomatie américaine. J'ai essayé tout au long de ma carrière de m'appuyer sur cette leçon, et de clarifier les situations. Quelques mois plus tard à Nouakchott, nous discutons de l'emploi d'un reliquat de 120 millions d'ECU du 3e Fonds européen de développement, FED. Bagarre générale dans les ministères mauritaniens et tensions, chacun aiguisant ses arguments pour obtenir ce montant. La réunion de synthèse se tient au ministère du Plan sous la présidence d'Ahmed Ould Zein, ministre en charge, en présence de M. Edgar Pisani, commissaire européen. Ce dernier subit la charge des plaidoyers. Le ministre du Développement rural, M. Mohamed Ould Amar, pousse à la construction de barrages ruraux à l'intérieur du pays. M. Mohamed Lemine Ould Ndeyan, vice-ministre des Pêches et de l'Économie maritime, plaide pour l'aménagement de la baie de repos à Nouadhibou. M. Djibril Ould Abdellahi, alias Gabriel Saint-Père, ministre de l'Équipement, présente son projet pour la réfection du tronçon de la route Tigouenne-Rosso. M. Mohamed Fadel Oulda, ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie, sollicite quant à lui le reliquat pour achat de citernes pour l'approvisionnement d'Atar en eau potable. Ayant annulé la réunion préliminaire qui devait synthétiser l'expression de besoin, nous nous retrouvons dans une sorte de discussion de tribu sous l'arbre à palabres. Agacé mais plutôt ouvert aux besoins, M. Pisani murmure à l'oreille de l'un de ses collaborateurs à côté de lui. En tout cas, ce n'est pas à nous de leur montrer là où il faut faire pipi. Finalement, le montant tant convoité est octroyé au ministère de l'Équipement pour la réfection du tronçon Tigouenne-Rosso long de 110 km. Je me souviens aussi d'une réunion, en 1983, avec une délégation soviétique venue discuter avec nous du renouvellement de l'accord de pêche entre nos deux pays. Le sujet était alors la Société Mauritano-Soviétique des Pêches, MAUSOV, et du nombre de navires pouvant être autorisés à pêcher dans nos eaux. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque des navires de substitution censés remplacer, en cas de besoin, les navires exerçant effectivement la pêche. Ces navires de substitution étaient au nombre de 72. La délégation soviétique voulait porter le nombre de navires à 120. La partie mauritanienne, qui ne voulait pas augmenter le nombre sans pour autant vexer les amis soviétiques, opta pour le maintien du statu quo. En réalité, le nombre de navires soviétiques de substitution était déjà de trop. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime de l'époque était Mohamed Ould Sidi Ali. Fin tacticien, en coulisses il nous glisse. On va finir par accepter et signer l'accord, mais attention, on va le faire dans le fameux style de Gaboun. Intelligent et prudent, il connaît parfaitement les enjeux politiques et économiques de la question. Les pressions des armateurs soviétiques, relayées souvent par de puissants armateurs mauritaniens qui étaient des actionnaires nationaux à la Société mixte mauritano-soviétique, MAUSOV, se conjuguaient avec l'injonction probable du plus haut niveau de l'État. Situation délicate, mais le ministre continua d'ironiser sur cet état de fait, sans pour autant vouloir l'expliciter, dans un style typique de la grande tradition d'excellence orale reconnue pour la communauté traditionnelle à laquelle il appartient. En 1985, on a un problème similaire avec les Roumains. Monsieur Eliassé Ould Soued Ahmed, alors ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, ne veut pas signer un accord dans lequel il y a le terme surestari, qui signifie un montant à payer en cas d'immobilisation des navires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.